Lana, ravie de vous retrouver sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres. À Te Ahupu'o, les jeunes surfeurs ont profité de la forte houle pour braver les interdictions et s'offrir les vagues de l'embouchure. Une session sous l'œil du maire délégué Milton Parker avant l'intervention des forces de l'ordre. Un reportage à suivre en ouverture de ce journal. C'est une première. La Polynésie française intègre officiellement la catégorie des territoires à développement humain très élevé. Un bond en avant mondial qui place le Fénois au 3e rang du Pacifique Sud, juste derrière l'Australie. Analyse dans cette édition. Et puis en sport, J-1 avant le grand départ de la Vodafone Channel Race et son parcours inédit. Il sera sur la côte Est et il n'emballe pas l'entraîneur de Shelva'a. Il réjouit néanmoins les rameurs de Bora Bora et les équipages féminins tous prêts pour un défi tactique. Nous ferons le point sur les forces en présence. Le Fénois était en alerte face à une forte houle. À Tayarapu, les communes se sont rapidement mises en ordre de marche pour faire face au phénomène. Si aucun dégât n'est heureusement à déplorer, le spectacle était impressionnant au PK0 où les surfeurs ont défié les vagues malgré les restrictions. Le reportage sur place avec Heiroa Tuahu et Matai Horei. C'est des jeunes qui sont habitués à surfer. Quand il y a les grosses houles, c'est là où ils viennent surfer, à l'embouchure. Est là depuis des années. Milton Parker est un enfant de Te Ahupu'o, passionné de surf qui a grandi dans les vagues du bout de l'île. Suite aux restrictions mises en place face à cette forte houle, il se doit aujourd'hui de faire respecter ces mesures en tant que maire délégué de la commune. Alors eux, ils ne surfent pas. Quand c'est gros, ils ne surfent pas au spot de surf au récif. Alors, ils profitent de l'embouchure pour pouvoir s'exprimer. Je connais bien l'endroit, il n'y a pas de danger, parce qu'ils sont au bord et voilà. Sur le plan d'eau, ces restrictions n'ont pas empêché les jeunes surfeurs de profiter de cette houle sous le regard attentif de leurs parents présents depuis 8 heures ce matin. C'est la nuit. Tu sais qu'aujourd'hui qu'il y a des arrêtés que normalement, on ne peut pas surfer. Toi, tu penses quoi? Ça va, il y a des bonnes vagues au bord. Ouais, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux? Ouais, personne ne tape ou rien, non. Même avec les interdictions, vous, ça vous empêche pas de venir ici et de surfer la vague? Non, c'est top. Il y a des tubes et il y a du monde aussi. Cependant, cette joie sera de courte durée puisqu'à proximité d'eux, il a fallu moins de 5 minutes aux autorités pour faire sortir tous ces jeunes de l'eau. Communes comme État entendent bien faire respecter ces restrictions qui devraient être levées demain minuit. C'est une première. La Polynésie intègre officiellement la catégorie des territoires à développement humain très élevé. Selon une étude du Sérum, compte économique rapide pour l'outre-mer publiée ce matin, le Fénois se classe désormais au 3e rang du Pacifique Sud, juste derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande, porté par de réelles avancées sociales et éducatives. Les explications de Laure Philibert et Rarahu Mahasheang. Il mesure la qualité de vie dans un territoire. L'indice de développement humain évalue l'espérance de vie, le niveau d'éducation ou encore les revenus des populations. Il est calculé dans plus de 190 pays à travers le monde via le Programme des Nations Unies au développement et se présente sous la forme d'un nombre entre 0 et 1. La dernière étude concernant la Polynésie française remontait à 2012. Alors classée 73e, elle gagne aujourd'hui une place dans le classement mondial, mais franchit un cap. Elle entre désormais dans la catégorie des territoires à développement humain très élevé. Donc on est passé d'un IDH de 0,781 en 2012 à 0,803 en 2022. Donc on passe le seuil des territoires à développement humain très élevé. Et c'est une évolution qui est tirée par le pilier éducation. Puisqu'on se base sur les données de recensement de la population, on perd tous les étudiants qui sont partis faire leurs études à l'étranger. Et donc on peut se dire qu'en intégrant ces étudiants-là dans le recensement de la population, mais ce n'est pas possible, on aurait eu une évolution d'autant plus importante. Premier de ce classement, l'Islande, la Norvège et la Suisse. Dernier,
la Somalie et le Soudan du Sud. La Polynésie se classe à quelques places de la Russie et devant la Chine, le Brésil et l'Azerbaïdjan. Certains pays, grands pays qui ont beaucoup de richesses, je pense par exemple quelques pays du Moyen-Orient qui dégagent d'énormes ressources parce qu'ils ont du pétrole, etc. Pour autant, ils ont pu négliger, ou tout au moins ils ne sont pas forcément les plus performants en matière de développement humain, comme par exemple l'éducation ou la santé. Dans le Pacifique Sud, la collectivité fait figure de très bon élève. Il y a au-dessus de nous l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui est un peu logique, j'allais dire, mais nous nous situons juste après. Et par contre, nous sommes au-dessus de l'ensemble des petits pays insulaires qui nous entourent. Mais à plus grande échelle, le classement du Fénois peut néanmoins interpeller. Nos voisins, c'est l'Albanie, Trinidad et Tobago. C'est vrai que c'est assez original parce qu'on s'attendait à des pays plutôt européens, plutôt des pays un peu avec des grands pays, on va dire la Pologne ou la Tchécoslovaquie. On pouvait penser à ces niveaux-là, on n'y est pas très loin. On peut aussi regarder à quelle année, par exemple, la France, en quelle année elle avait atteint ce score. Et là, on va se rendre compte que ça se passe entre les années 90 à 2000. Entre 2012 et 2022, qui sont les 2 points de référence, il s'est passé des choses. Il s'est passé pour nous, rappelons-nous, 2012, c'était la fin de notre crise économique qui a duré entre 2007 et 2013. Donc déjà, on était dans un point relativement bas du PIB, mais on a connu le Covid en 2020 et 2021, avec une reprise rapide en 2022, mais quand même, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Enfin, si cet indicateur informe sur les grandes lignes en matière de développement, il ne permet pas de déterminer s'il bénéficie à l'ensemble de la population ou si, au contraire, il accentue les inégalités. En éducation, la classe préparatoire ATS s'installe solidement au lycée Diadème. Ce dispositif permet aux titulaires d'un bac+2 de décrocher les plus grandes écoles de commerce. Alors que la 3e promotion s'apprête à faire sa rentrée, nos équipes ont rencontré ces étudiants bien décidés à vaincre l'autocensure. Louis Grival-Perkins et Veitia Rinauta. Créée il y a une quinzaine d'années dans l'Hexagone, cette classe préparatoire s'adresse aux titulaires d'un bac+2 qui souhaitent entreprendre une année supplémentaire pour viser des cursus d'excellence. Depuis 2024, le lycée Diadème accueille les promotions de ce dispositif. Pour sa coordinatrice Béatrice Barcelot, l'enjeu est de faire connaître cette opportunité aux étudiants. Nous essayons de faire le tour du territoire, nous essayons de présenter cette classe préparatoire dans toutes les classes, tous les lycées de la Polynésie française. On est même en visio avec Rayatea et on a donc des étudiants cette année qui postulent plus en nombre. Et donc on espère accueillir de plus en plus d'étudiants et notre plus gros souci finalement, c'est l'autocensure des élèves. Pour Manari qui a rejoint le dispositif après un BTS commerce international au lycée Lamné, le départ vers l'Hexagone est imminent. Alors là, je partirai pour au minimum 2 ans en France, à Schema Business School. Alors sur le plus long terme, oui, ce serait d'aller étudier à l'étranger, y faire mes armes, avoir de l'expérience professionnelle, pas forcément qu'en France, mais aussi à l'international. Et au plus tard, revenir sur Tahiti et développer peut-être le secteur économique ou peut-être même ouvrir mes propres affaires. Ivinaou Dagorn, qui évoluera à la rentrée prochaine en école de commerce à Nantes, revient sur la portée de cette formation et encourage les futurs étudiants à saisir cette opportunité. Et surtout s'y prendre à l'avance, parce qu'on a une chance immense de pouvoir intégrer cette prépa, mais cette chance il faut la prendre et surtout l'exploiter. Donc commencer à réviser son tâche-mâche, parce que nous on évalue sur le tâche-mâche et le TOEIC. Donc dès les vacances de juillet, vous avez la chance d'avoir le temps et du temps. Et donc de travailler votre tâche-mâche et votre TOEIC. Et surtout beaucoup de courage, voilà, parce qu'il en faut. La 3e promotion accueillera 23 nouveaux étudiants à la rentrée. Pendant une année, ils seront préparés au concours des grandes écoles avec pour beaucoup d'entre eux l'ambition d'acquérir des compétences et une expérience qu'ils espèrent un jour mettre au service de la Polynésie française. Après un sursis de 3 mois accordé en mai par le gouvernement, le compte à rebours est lancé. Fin septembre, les potimarara et bonitiers devront être équipés d'une balise VMS sous peine de perdre l'accès au carburant détaxé. Une obligation qui inquiète la filière mais qui doit assainir le secteur. Reportage à Aroué avec Tauhiti Taunioamusan. Sur le quai de Aroué, la plupart de ces pêcheurs ont déjà demandé à la DRM l'aide pour acquérir le VMS. C'est une bonne chose, hein? Comme ça, on va savoir c'est qui les vrais pêcheurs et ceux qui profitent un peu du mazout détaxé et tout ce qui va avec, hein? Une bonne chose également pour le syndicat Rava Aimau qui milite aux côtés de la direction des ressources marines depuis mai pour que cette obligation de 2017 soit mise en place.
Fin septembre, si les Potimarara et Bonitier n'ont pas leur VMS à bord, ils n'auront plus accès au permis de navigation qui leur ouvre les droits au carburant détaxé. Des fois, on est pointé du doigt. C'est ça qu'on veut redorer un peu notre blason parce qu'on bénéficie de pas mal d'aides quand même. On veut quand même être transparent vis-à-vis de ces personnes qui contribuent à ce qu'on ait le carburant détaxé et les pièces détaxées. Tu veux mettre carrément là? Aujourd'hui, seules 2 sociétés ont été approuvées par la DRM. Notisport en fait partie. Ce boîtier de fabrication française est positionnable partout sur le navire. Seule la DRM est destinataire des données enregistrées, la position, la date, l'heure, la vitesse ainsi que le cap du navire. Utilisé en Nouvelle-Calédonie, le technicien a posé ce jour-là le second VMS sur un bateau en alu. Le premier a été testé sur un polyester. C'est juste un traceur qui est branché directement à la batterie. Elle a été calibrée sur du 2G. Donc c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signal. Si les pêcheurs s'amusent à le démonter, ici en fait ça envoie un signal directement à la DRM. Tu as un petit aimant là, dès que tu le déconnectes, il envoie un signal que la balise a été démontée. Et pas question de le retirer. Un aimant est positionné à l'intérieur du boîtier qui alerte la DRM en cas de dysfonctionnement. À ce jour, 2 navires ont déjà ce matériel à bord. La société en attend une centaine pour le mois de juillet. Mais ce qui secoue aussi la filière, ce sont les sanctions. Pour attraper du poisson, certains naviguent hors de la limite des 15 000 nautiques, la distance autorisée pour ces navires de 3e et 4e catégorie. Et la DRM n'est pas habilitée à sanctionner justement sur les distances, c'est le travail de la DEPAM. Sauf qu'il est mentionné aussi dedans qu'une autorité supérieure, c'est-à-dire l'État, pourrait demander à avoir un droit de regard dessus. On m'a expliqué que ça serait plutôt au cas où il y a des soupçons sur un bateau qui ferait des trafics de drogue entre les îles sous le vent ou ici. Peut-être qu'ils auraient besoin à ce moment-là de demander s'ils soupçonnaient quelqu'un de faire ça. Et pour que les explications ne s'éparpillent pas, une réunion avec la direction des ressources marines est programmée ce mardi, 8h30, à l'immeuble Manatea à Papeete. Tous les pêcheurs sont attendus. Il y aurait 350 licences de pêche côtière en Polynésie. Cap sur les Jeux du Pacifique 2027. La commune de Tevayuta, le COPF et le comité d'organisation ont signé une convention de partenariat officielle. Premier rendez-vous concret, la journée olympique qui se tiendra le 27 juin prochain à la pointe Tehoro à Mateya. Dès 8h30, le public pourra découvrir les disciplines que la commune accueillera, notamment le surf, le golf, le tir à l'arc, l'haltérophilie et la force athlétique. On écoute les précisions sur ce programme avec Maeva Temeyana. Alors, à 8h30, nous allons démarrer la journée avec une cérémonie culturelle pour ouvrir et accueillir en fait toutes les populations sur cet événement sur le site de Pointe Tehoro. Ensuite, de 9h à 16h, en fait, on va avoir l'ouverture de tous les ateliers. Donc, on a à peu près 24 ateliers sportifs, Tuaru Maohi aussi. Nous avons également des ateliers de jeux ludiques et des ateliers de découverte. On a aussi des animations sur scène. Donc tout ça fait pour que toutes les générations puissent profiter de la journée, notamment en famille. Enfin, à la veille du grand départ, la pression monte pour les rameurs. Plus de 110 équipages s'élancent demain pour la Vodafone Channel Race. La catégorie reine s'attaque à un tracé inédit de 60 km vers Tiarei. Un nouveau parcours qui bouscule les repères des Haïto. Voyez le reportage de Désiré Taivao et Sam Tainauri. L'équipage de Shelva sera l'un des grands favoris à la victoire demain à la Vodafone Channel Race. Si le parcours sur la côte est de Tahiti n'emballe pas l'entraîneur David Tepava, les Chéliens, deuxième l'année dernière, sont prêts à relever le défi. On n'a pas eu le choix, c'est dû à la météo. Après voilà, c'est un parcours simple on va dire, classique où on longe la côte, aller-retour. Donc c'est un parcours simple. C'est sûr, motivé, prêt, on a fait ce qu'il faut et puis voilà. Il faut juste que les boys soient au point demain et ensemble et puis on verra le résultat.
Du côté de Popora Teho et Mamou, troisième de la dernière édition, ce changement de parcours est accueilli avec plus d'enthousiasme. Les rameurs de Bora Bora ont hâte de découvrir ce nouveau tracé avec l'objectif d'embêter les grosses écuries de Tahiti. Avec toute l'organisation qui a été préparée par Vodafone, je pense qu'il fallait trouver une solution. Non, moi, j'ai jamais fait ce parcours, donc on a hâte de le faire pour découvrir les sensations. Oui, on va essayer encore de garder notre place cette année, au mieux, hein. Au moins la troisième place et pourquoi pas un peu plus haut. Hein. Voilà, c'est l'ambition du club. Même adaptation pour les féminines, les 10 équipages engagés ne rallieront pas Taapuna. Les rameuses mettront le cap vers le Motu Martin, un nouveau tracé qui fait des heureuses. Vemiti Maoni, entraîneur et rameuse d'Ihilaniva, apprécie de pouvoir évoluer sur un plan d'eau qu'elle connaît bien. Je préfère mieux parce que c'est là qu'on s'entraîne, donc on connaît mieux le spot. Après, j'aurais préféré peut-être aller vers Papein-Eau et revenir pour avoir une session surf, mais bon, on suit les décisions de l'organisation et c'est déjà bien ce qu'ils font. Pour les rameuses de Toulonva, quel que soit le parcours, prendre le départ de la Vodafone Challenge Race est déjà une victoire. On loge du côté de Mahina, du coup c'est top pour nous parce que du coup on va de l'autre côté, on a pris un peu nos marques, on nous a beaucoup aidé aussi pour les entraînements de 1 sur Papeete, Aroué et Mahina. On va juste se faire plaisir et on va donner tout ce qu'on peut. Les équipages n'ont de toute façon pas le choix, ils devront s'adapter et c'est peut-être là que se jouera cette édition 2026 de la Vodafone Channel Race. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le programme de votre soirée sur TNTV. Ne manquez pas votre émission Débrief. Nous chercherons à savoir si l'on peut aujourd'hui vivre de l'artisanat ou fénois. Puis place au divertissement avec une soirée spéciale super-héros dans Mask Singer. Excellente soirée à tous. On se quitte en douceur avec les images de l'école Hia'ai au Taupitian-e. Demain, retrouvez Sophie Gebel aux commandes du JT. Te t'avais bonito